Ravi de vous retrouver. La grande émission poursuit son tour de la Côte d'Azur. Comment ça va, mon cher Thierry? On ne peut mieux, mon cher Sébastien. Je vous souhaite une très très belle journée, un bon lundi, une bonne semaine, le meilleur qu'on puisse se souhaiter, parce qu'il est encore temps de se souhaiter la bonne année. C'est vrai. On l'a fait la semaine dernière, mais on peut continuer à le faire jusqu'à la fin du mois de janvier. Et on vous souhaite surtout une Oui. bonne émission. Nous sommes installés au théâtre Francis Gag toute la semaine jusqu'à dimanche. Un programme de dingue dès aujourd'hui. On vous détaille tout ça après le générique. Et comme c'est lundi, vous pouvez le lancer vous tout seul. C'est cadeau. Allez-y, mon cher Thierry. Je vous salue, d'ailleurs, je ne vous ai pas salué, amis téléspectateurs. Je lance le générique, le temps de rejoindre le plateau. Nous sommes le lundi 15 janvier, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous, merci d'être fidèle à votre rendez-vous quotidien sur Azur TV, votre rendez-vous 100% Côte d'Azur. On va parler ensemble, vous le verrez, beaucoup de culture aujourd'hui notamment. On vous donne le sommaire dans quelques secondes. Le temps pour moi de saluer de nouveau celui qui m'accompagne cette semaine au théâtre Francis Gag. Thierry Messnage, comment allez-vous? Mais très très bien, mon cher Sébastien, que de merci. Vous Oh, allez ça donner fait beaucoup aux déjà. téléspectateurs aussi. Je vous remercie d'être là. Je remercie vos parents de vous avoir mis au monde. Et je C'est suis ravi parti. par avance de passer ces 30 minutes en votre compagnie et en compagnie évidemment de tous les fidèles de la grande émission que je salue une nouvelle fois. Je vous l'ai dit, on va parler culture largement, théâtre bien sûr, avec notre premier invité Jean-Luc Gag. Alors la culture à Nice, c'était obligatoire, c'était une obligation vraiment de l'avoir sur le plateau avec nous aujourd'hui. Il sera là dans quelques instants autour de la table pour parler bien sûr de ce théâtre Francis Gag, mais pas que, la culture à Nice sous tous ses angles. Ce sera dans quelques instants avec notre invité du jour, Jean-Luc Gag, qui sera rejoint comme chaque lundi par notre chroniqueur du jour, mon cher Thierry. Oui, notre beau gosse de la semaine, notre beau gosse du lundi, notre Mister Riviera Blog que nous saluons, qui s'appelle Michael et qui va nous parler aujourd'hui des stars qui font de la chanson mais en même temps qui font de la mode. Vous savez, son truc à lui, c'est fashion, quoi, c'est la mode. Il nous dira qu'il y a plein de people aujourd'hui qui font des disques et en même temps qui font des fringues. Avec plus ou moins de réussite. On fera le point avec lui dans la deuxième partie de cette émission. Et justement, à propos de fringues, Pas mal, fringues, soldes, c'était la question du jour dans Titi in the City, puisque vous, mon cher Thierry, vous êtes allé une nouvelle fois dans les rues azuréennes, j'allais dire, Oui. pour rencontrer les habitants et leur demander pour eux les soldes. Ça se passe Ouais, comment? ouais. Vous les faites? Vous ne les faites que vous pas? faites les soldes, oui. Voilà, est-ce que vous faites les soldes est-ce que tout vous faites les simplement? soldes vous-même? Moi, Oui. cette année, je vais les faire, je pense. Ouais. Il y a besoin de... De toute façon, on n'en a pas besoin, on a quelqu'un qui nous habille. C'est vrai, Julien, on l'embrasse. Et bien évidemment, on parlera donc de ces soldes et de votre côté fashion victime ou pas avec Titi in the City. Dans cette émission, il est toujours là, en tout cas souvent. Rémi Molinari nous accompagne et on va le saluer. Rémi, comment ça va? Oui, comment ça va? Très bien. Écoute, je dis bonjour à ceux qui nous regardent le matin, bon après-midi à ceux qui nous regardent l'après-midi, bonsoir à ceux qui nous écoutent le soir, et bonne nuit à ceux qui ont oublié de nous regarder. Voilà, Eh ben voilà. je peux pas en dire plus. Eh ben, je pense que tu as été complet. Bravo, mon cher Rémi Molinari. J'imagine que notre invité a dû déjà être croqué quelques fois, mais tu as plus d'une corde à ton arc et Oui, encore déjà des idées. plusieurs fois, à la fin, dis donc, j'ai plus d'appétit. Hein. Mais il va falloir en retrouver un petit peu pour aujourd'hui parce qu'en fin d'émission, on découvrira le dessin consacré à notre invité et en milieu de grande émission, on fera le désormais très célèbre point M, le point Molinari dans quelques instants. Merci, donc on va pouvoir attaquer cette émission avec notre invité qui va nous rejoindre sur la scène de ce théâtre Francis Gag. Je veux bien sûr parler de Jean-Luc Gag qui va descendre ces quelques marches qui le séparent du plateau de la grande émission. Alors là, il va falloir, là il y a quelques marches à... J'ai l'impression que faire, plus quelques mètres à on parcourir. avance dans l'année, si vous voulez, et plus le plateau s'éloigne du centre de nos invités. Voilà, hein. Donc il faut un petit peu d'exercice. En plus, il y a quelques marches à monter. Mais ce qui est très Donc, bien, c'est ouais, que ça mais- nous permet de découvrir sur les images ce théâtre magnifique, théâtre Francis Gag. Jean-Luc, soyez le bienvenu après ce parcours semé d'embûches. Merci. Merci d'être présent sur le plateau de la grande émission installée, je le disais, aujourd'hui, demain et jusqu'à dimanche au théâtre Francis Gag. Alors, la première question va être très simple, forcément. Jean-Luc Gag, où sommes-nous? Vous êtes ici chez vous, je ne me trompe pas beaucoup. Vous vous trompez un peu dans la mesure où c'est quand même un théâtre municipal. Oui. Je suis chez moi parce que le théâtre porte le nom de mon grand-père depuis 1989. Et c'est un théâtre qui a été fondé au début des années 60 comme étant un théâtre municipal qui s'appelait autrefois le théâtre du Vieux-Nice. Le théâtre en
j'allais dire, en premier amour. C'est un Oui. petit peu ce qui vous caractérise aussi. Oui, je suis monté sur ces planches, j'avais 8 ou 10 ans. Et je n'ai plus cessé depuis. C'est véritablement une tradition familiale et une passion familiale, oui. À l'époque, quand vous montez sur les planches, c'est parce qu'on vous y pousse un petit peu ou c'est tout naturel pour vous et que vous avez envie de faire un non. petit peu comme vous voyez autour de vous, justement? Ben, à cet âge-là, on fait ce que font les parents ou les grands-parents. Et j'ai fait ce qu'ont fait mes parents et mes grands-parents. Et c'est bien volontiers que je suis monté sur les planches. Thierry? Aujourd'hui, votre vie, Jean-Luc, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, c'est quoi? Comment elle se résume? Comment elle se découpe? Il y a le théâtre, mais pas que. Oui, elle se découpe dans mes activités associatives, donc du théâtre niçois de Francis Gag, qui est la troupe qui est fondée en 1933 par Francis Gag. Elle se découpe aussi par mon activité municipale, puisque je suis conseiller municipal délégué à plusieurs choses, dont le théâtre notamment. La culture, de manière générale, voilà, très impliquée dans le domaine de la culture. Surtout le théâtre, le patrimoine, la littérature, la lutte contre l'illettrisme. Je suis par ailleurs conseiller métropolitain, je suis enseignant en collège et en formation continue à l'université, et j'ai une famille. Qu'on salue. D'ailleurs, dont certains membres ont aussi peut-être derrière envie de prendre la relève du point de vue artistique, ou l'ont déjà fait. Oui, ma fille l'a déjà fait, effectivement. Ma fille qui a 22 ans, qui joue avec nous depuis qu'elle en a 10 ou 12, et qui continue aujourd'hui elle suit les traces de la famille. Oui. Là aussi, pour vous, est-ce qu'avec votre fille, ça a été un cheminement naturel? Ou est-ce que vous lui avez dit, écoute, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton grand-père et ton père, et elle s'est sentie un petit peu, peut-être pas obligée, mais... Non, pas du tout. J'ai 2 enfants. Le plus grand des 2, qui a 26 ans, lui, n'a jamais participé à ces activités-là. Et franchement, c'est légitime. Et ma fille a souhaité y participer, c'est très bien comme ça. Et franchement, ça ne peut pas être une obligation de faire ce type d'activités-là, qui sont très prenantes, dans lesquelles on passe beaucoup de temps, où on laisse beaucoup de sueur et malgré tout, on éprouve beaucoup de joie aussi. Mais enfin, c'est très prenant. Donc on ne peut pas forcer un enfant ou un ado à faire ça. C'est pas possible. Jean-Luc, quand vous vous retrouvez au cœur de ce théâtre, que vous avez vu forcément évoluer aussi, vous vous dites quoi? Il a évolué dans quel sens finalement? Il a évolué dans le sens de l'ouverture. C'est-à-dire que c'était un théâtre qui au départ était assez limitatif dans ses activités, c'est-à-dire on voyait beaucoup d'activités associatives, et puis petit à petit ce théâtre s'est professionnalisé, et aujourd'hui nous avons un véritable théâtre municipal qui en matière de jauge est un théâtre de 260 places, qui accueille 30 à 40 000 spectateurs par an, qui est occupé quasiment tous les jours de la semaine, qui accueille aussi bien des ateliers que des spectacles pour jeunes publics, que des spectacles pour adultes, que des spectacles amateurs ou des spectacles professionnels. On est véritablement sur un théâtre complet. Et c'est nouveau. Est-ce qu'il était, on va dire, entre guillemets, bien évidemment, mal utilisé? Non, c'est simplement que les ambitions ont évolué avec le désir politique, d'une part, de Christian Estrosi, qui a souhaité aussi développer les activités théâtrales à Nice. Et de fait, ce théâtre, aujourd'hui, a la place qu'il mérite, je crois. Simplement, auparavant, ce théâtre occupait d'autres fonctions et permettait d'accueillir d'autres événements qui ne sont plus accueillis aujourd'hui, comme des fêtes de fin d'année ou des rassemblements, des assemblées générales. Ça n'est plus possible. On est véritablement aujourd'hui sur un lieu qui s'est professionnalisé dans le théâtre et les arts vivants. Alors le théâtre, la culture sous toutes ses formes, on va en parler bien évidemment tout au long de cette émission et tout au long de cette semaine où nous sommes installés, je le rappelle, ici au théâtre Francis Gag jusqu'à dimanche. On ouvre une petite parenthèse, nous, dans cette émission. Jean-Luc, je ne sais pas si vous faites les soldes, on est en plein dedans. Écoutez, j'ai pas trop le temps, non. C'est vrai? Bon, pas trop le temps. Il y en a qui trouvent le temps de faire les soldes encore, et il y en a même qui trouvent le temps d'aller voir les gens et de les embêter dans la rue. Ces gens-là, voilà, ça ressemble à Thierry Misnage. Thierry, vous êtes allé vous balader une nouvelle fois. Toujours, J'ai payé pour me balader, je rencontre des gens, ils sont très sympathiques au demeurant, et je leur ai posé la question, faites-vous les soldes? Oui, voilà. On va écouter les réponses. Oui, on a les réponses, bien évidemment. Titi in the City, les réponses, elles sont là. Et regardez. Est-ce que vous faites les soldes? Non. Pas du tout. Non. Ma femme, oui, il fallait poser la question à la fin. Si j'ai des coups de cœur, oui. Et souvent, j'ai des coups de cœur justement pour ce qui n'est pas soldé. Faites les soldes ou pas? Très solde, mais intelligemment. Alors c'est-à-dire? On n'achète pas comme ça. On repère et après on achète. C'est-à-dire, vous repérez On avant que ce soit en repère dans solde. l'année, exactement. Et après on achète. Si c'est là, c'est là. Si c'est pas là, bah tant pis. Vous avez dépensé combien déjà là? Là, à peu près 200 €. Ah, déjà? C'est beaucoup ça? Ah oui. Qu'est-ce que vous avez acheté pour tout cet argent? J'ai acheté des pantalons, des t-shirts, pour l'été aussi. Ah quand même déjà, hein, la garde-robe elle est bien prête à l'avance. Hein, ouais, ok.
Et chaque année, c'est comme ça? Oui, tous les années. Tous les ans, on dépense, on dépense, on dépense, on dépense. À la fin, il n'y a plus de place dans l'armoire. Il n'y a plus de place dans l'armoire et par contre, dans le portefeuille, il y en a. Hein. Vous achetez plein pot? Non, j'achète pas du tout. C'est même pas vous qui choisissez vos fringues, j'en suis sûr. Voilà, C'est qui c'est? c'est ma femme. C'est madame. Madame, elle choisit tout. Oui. Vous vous fixez un budget ou pas? Jamais. Ça doit faire plaisir à votre mari quand salut. Il adore, il est très content. Salut à toi. Est-ce que vous avez déjà repéré un truc qui vous... Ah, pas encore parce que je viens d'ouvrir ma galerie d'art contemporain. Ah, bien. Donc je n'ai pas le temps. Faites-vous les soldes? Non, pas du tout. Et pourquoi? Parce que c'est trop compliqué en magasin, donc que sur Internet. Que sur Internet? Oui, que sur les sites. Par exemple, cette année, Internet. Tout Vous à n'arrivez pas de passer devant un magasin et... Non, c'est trop compliqué avec les Ah, enfants. c'est trop compliqué parce qu'il faut rentrer, il faut essayer. Exactement. Hassan, bonjour, est-ce que vous faites les soldes? Non, le solde, pas de solde. On fait des promotions sur des trucs, certains trucs, mais... Ah oui, parce qu'il faut expliquer, parce qu'on ne le voit pas forcément, c'est que Hassan, il fait de la soca, il fait la pisse saladière, il fait toutes les spécialités du coin, bien sûr. Mais les soldes, c'est-à-dire, est-ce que vous allez dans les magasins? Bien sûr, je fais dans les magasins, bien sûr, Nouvelle Galerie, on fait des magasins ici, il y a des soldes, c'est sûr. Hein. Et vous dépensez beaucoup d'argent pendant les soldes? Ben, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. C'est-à-dire quand ça dépasse le budget, on peut pas. Oui. Voilà, tout à fait. Quand ça dépasse le budget, c'est dur. Est-ce que vous faites les soldes? Oui, Oui. mais que sur Internet. Solde ou pas solde, bon, évidemment, comme tout le monde, j'aime bien faire des bonnes affaires. Mais comme je vous dis, étant donné qu'il y a beaucoup de promotions toute l'année, je ne me prends pas la tête à la période des soldes systématiques. Bon, alors, on va pas se prendre la tête. On fait les soldes, on les fait pas, sur Internet ou pas. Thierry, vous les faites d'ailleurs, les soldes? Je vous ai pas posé la question. Vous avez fait? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais. Mais vous avez vu les réactions de certaines personnes, effectivement, depuis quelques années, il y a une tendance, c'est que les soldes, c'est quasiment toute l'année maintenant. Ouais, c'est vrai. Avec les Black Internet, Friday, voilà, des les choses Black comme ça. Friday, exactement. Voilà. Ouais, c'est vrai. Bon, mais de temps en temps, je dépense un petit peu. Bon. Ouais, mais moins que. Mais vous êtes raisonnable. Oui, Moins que oui, celui qui nous a Alors rejoint lui, sur le plateau. Lui, il y va, lui. Parce que lui, les soldes, c'est un peu sa vie. Mika, comment ça va? Ça va, merci, et vous? Très bien. On est ravis de vous retrouver sur le plateau, comme chaque lundi, pour votre chronique Tendance. Et aujourd'hui, la tendance, elle se situe parfois chez les stars, c'est ça? Absolument. Et là, on va parler de stars de la musique qui se sont reconvertis, ou du moins qui ont essayé de toucher un petit peu au monde de la mode. Donc voilà, j'en ai sélectionné quelques-uns. C'est vrai que les trois quarts ont essayé. Peu ont réussi, et certains ont très bien réussi. Donc voilà, j'en ai sélectionné quelques-uns et on va en parler ensemble. Alors, on en parle dans quelques instants. Il n'y aura que des bons exemples, que de la réussite, ou il y a quelques De plutôt ratés? correct, on va dire. Allez, c'est correct. J'ai quand même été sympa. Vous avez été cool. Merci, Mika. On en parle dans quelques instants avec cette rubrique Tendance. Nous, on revient bien sûr à ce théâtre Francis Gag, à notre invité Jean-Luc Gag, qui est avec nous aujourd'hui. Bien sûr, on va parler culture sous tous ses angles. Je voulais qu'on dise un mot, parce que Thierry l'a un petit peu évoqué en première partie de l'émission. Forcément, une famille très ancrée, culture niçoise notamment. Ce nom, est-ce qu'il a toujours été facile à porter? Toujours, oui. C'est vrai? Toujours, parce qu'à aucun moment il n'a été symbole d'infamie ou de honte quelconque. Mon grand-père a laissé un souvenir, le souvenir d'un homme de bien, d'un homme honnête, d'un homme cultivé, d'un homme qui a essayé d'œuvrer pour des valeurs auxquelles il croyait, Nice, sa culture, sa langue. Il venait en aide aux personnes dans le besoin. Donc je n'ai toujours eu que le bonheur de porter ce nom. La transmission, le partage de cette culture niçoise notamment, on le sait, c'est très important pour vous au quotidien, notamment avec votre rôle au sein de la ville de Nice, forcément. Elle est facile, cette jeune génération, à aller chercher et à intéresser? Je dirais que ce n'est pas différent de 10 ans ou 20 ans auparavant. Les jeunes, il faut savoir les motiver. C'est de la même manière, lorsque je suis devant mes élèves en classe, il y a de la motivation ou il n'y en a pas. Mais la motivation, elle est souvent déclenchée par l'enseignant. Donc c'est à nous de savoir montrer ce qui peut être intéressant dans notre culture, dans notre tradition, dans notre langue, pour que les jeunes y viennent. Et objectivement, je crois que depuis 20 ou 30 ans, en fait, depuis la mort de Francis Gag en 1988, nous sommes arrivés à renouveler notre public, à rajeunir notre public et à avoir aussi des jeunes en scène. Donc c'est en fait une garantie aussi de prolongement de l'action. Thierry ? On a évidemment, c'est difficile de résumer un parcours tel que le vôtre. On a essayé de le faire en début d'émission parce que votre parcours d'enseignant, votre parcours d'auteur, le combat que vous menez pour lutter contre l'illettrisme. On va revenir évidemment à votre travail d'auteur. Combien vous avez écrit de pièces et combien de pièces vous avez joué ici avec la troupe Francis Gag? Avec la troupe depuis une cinquantaine, depuis 45 ans, on va dire, j'ai dû en jouer une vingtaine.
Et j'en ai écrit 8, 9, je crois. 9 ou 10. Est-ce que cet outil, le fait d'écrire des pièces en niçois, vous sentez que c'est un véritable vecteur pour véhiculer encore une fois la culture de la langue et que sans cet outil ludique, ça serait beaucoup plus difficile? Lorsque vous voulez faire apprendre l'anglais ou l'italien ou l'allemand à votre enfant, vous l'envoyez en immersion dans le pays. Ici, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est ça. Donc, les lieux dans lesquels on peut entendre la langue niçoise quasiment uniquement, c'est des lieux tels que celui-ci, c'est le théâtre. Il y a d'autres possibilités, mais le théâtre est un vecteur aussi d'immersion. Ça veut dire que lorsqu'on écrit et lorsqu'on joue du théâtre, on partage avec les 250 personnes qui sont dans la salle cette connaissance que nous avons de la langue. Alors la difficulté, c'est évidemment que tout le monde dans la salle n'est pas bilingue. Donc lorsque j'écris, pour ma part, vous avez une méthode d'écriture. J'ai une méthode d'écriture qui me permet de ne perdre personne en route. C'est-à-dire que j'ai souvent des personnages qui parlent français ou que français. J'ai des personnages qui parlent les deux. Ça dépend des périodes, ça dépend des types de personnages, ça dépend de leur âge. En fait, j'essaie de faire en sorte que nos pièces permettent d'élargir le public et ne soient pas au contraire un vecteur de rétrécissement. Si nous ne faisions que des pièces qui se déroulent dans une période où on ne parle que niçois et strictement niçois, dans une langue soignée, épurée, c'est souhaitable et on le fait de temps en temps, mais on ne peut pas faire que ça. Sinon, on perd la moitié du public en route. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre ça. Au contraire, il faut aller plus loin et aller vers du public qui a envie de découvrir cette langue parce qu'il a reconnu des mots qu'il entendait peut-être parfois à la maison. Et puis, on a même des gens qui ne parlent pas du tout et qui viennent Jean-Luc découvrir. Gague, justement, le public, en 50 ans, vous avez senti qu'on parle depuis quelques années d'un engouement ou d'un nouvel engouement pour la culture, notre culture patrimoniale. Est-ce que vous avez senti cet engouement et ce public peut-être changé aussi? Oui, alors il y a une espèce d'engouement qui est lié au fait qu'il y a un rapprochement de nos racines. Nombreuses personnes souhaitent se rapprocher de ce qui est leur identité au sens noble du terme. Et la langue, ça passe par là, bien sûr. C'est un besoin que les gens ont de comprendre d'où ils viennent. Et on se rend compte effectivement que, à la fois dans le rajeunissement de nos salles et à la fois dans le fait que c'est un public de plus en plus large qui vient, que c'est un vecteur, c'est quelque chose de porteur aujourd'hui, oui. En tout cas, on admire votre sang-froid parce que vous avez entendu une sirène et le sang-froid de l'acteur. Quoi qu'il arrive, puisque ça c'est une petite alarme que nous avons, c'est le point M. Très bien. Le point M, vous connaissez le point M? Non, mais je vous écoute avec intérêt. M comme Molinari. Voilà, et là, ça doit vous parler peut-être un petit peu plus. Oui, ça m'inquiète. Ça doit même vous inquiéter, c'est normal. Alors, on fera un point dessin dans quelques instants, mais le point M, en milieu d'émission à peu près, est là aussi pour nous rappeler que Rémi Molinari écoute tout et qu'il connaît beaucoup de choses. Et quand on parle culture niçoise et partage et développement de la culture, il a forcément quelque chose à dire. J'imagine, Rémi, que tout ce que l'on dit depuis quelques instants te fait réagir et que tu n'es pas très étranger à ce que tu entends. Non, je suis pas étranger du tout. Comme je suis niçois, bien sûr. J'ai très bien connu le grand-père Francis Gague, que j'étais allé voir donc chez lui, je crois, du côté de la rue Pertinax. Oui. Et je faisais mes premiers dessins. Et à l'époque, je voulais faire une bande dessinée avec des personnages niçois. Et on en avait beaucoup parlé, mais enfin, j'étais très jeune, je devais avoir 17 ou 18 ans. Il m'encourageait, mais voilà. Tu parles le niçois? Non, je ne le parle pas, non. Et le théâtre, c'est quelque chose qui t'a attiré ou pas? Je parle pas le mentonné non plus. Non, mais je vais t'apprendre, t'inquiète pas. Le théâtre, Rémi, c'est quelque chose qui aurait pu te tenter à une époque de ta vie? Complètement. Il n'est pas dit d'ailleurs que je n'en fasse pas. Ah, on ne sait jamais. J'en fais déjà un peu ici avec vous. Un petit peu, c'est vrai. C'est une autre forme de mise en scène, mais pourquoi pas? Écoute, en tout cas, c'est de l'improvisation que je fais ici avec vous. Ah ça, c'est sans filet. C'est déjà un très gros travail dans le théâtre. Avec toi, c'est sans filet. Merci, Rémi. Voilà. Le dessin avance, tout va bien? Le dessin avance, j'ai ma bulle. Oui, tu veux, on peut montrer. Un petit aperçu rapide. Un petit aperçu, voici. Hop, voilà, parfait. Je vais menton, écoutez, Rémi, je te remercie. Et c'est pas fini, c'est ça surtout. C'est pas fini. On attend la légende avec impatience. Rémi, on viendra te voir et faire le point avec toi en fin d'émission. Le temps pour nous, avant de parler culture au sens large du terme de cette ville de Nice et cette année 2018 qui démarre. Et il va s'y passer beaucoup de choses ici à Nice en termes de culture avec vous. Jean-Luc, on y revient dans quelques instants. Nous, on passe à notre chronique tendance, comme chaque lundi, sur le plateau de la grande émission avec Michael, notre Mister Riviera Blog. On parle tendance, et là on va dépasser les frontières du Var
et même un petit peu plus loin, forcément, puisque Mika, on va parler des stars qui se lancent dans la mode. Ça peut marcher. Et ça a marché, pour certains. Pour certains. Alors c'est vrai qu'ils ont quasiment tous essayé, enfin peut-être pas quasiment tous, mais allez, la moitié ont essayé je parle des stars de la musique, de se lancer dans la mode. Donc moi j'en ai retenu 4-5 qui ont quand même tiré leur épingle du jeu et pour qui ça a plutôt bien marché la reconversion, ou du moins l'activité annexe, on va dire. Oui, voilà. Voilà, parce que certains ont quand même continué la musique, beaucoup ont continué la musique, c'était juste un petit supplément. Pour arrondir un peu les fins de mois et mettre du beurre dans les épinards, c'est ça, voilà. Bien sûr. Comme Pharrell Williams, avec ses tubes qui n'ont pas assez marché, donc il avait besoin d'arrondir ses fins de mois. C'est pourquoi il a décidé en 2016 de carrément actionnaire, co-actionnaire en fait de la marque G-Star, qu'on connaît tous. Qu'on découvre. Alors Pharrell Williams, bien sûr, pour ceux qui le découvrent, c'est le monsieur avec le sur pantalon coloré gauche, jaune, avec le t-shirt blanc. Voilà, t-shirt blanc. Enfin, c'est le seul homme de la photo en fait. Oui, parce que je le vois très mal, je suis très loin, donc effectivement, c'est le monsieur à gauche. Voilà, c'est ça. Simple. Donc en fait, en 2016, il est devenu actionnaire de la marque G-Star, et en 2017, il a sorti une collection. Donc son idée, c'était de reprendre le fameux Elwood de G-Star, donc c'est le célèbre pantalon jean, et faire une collection qui s'appelle Elwood 25, c'est-à-dire 25 pantalons différents avec des imprimés, des coloris différents. Voilà. Il faut oser, non? Parce que j'ai beau être loin de l'écran, c'est coloré. Ça pique les yeux. C'est vrai que moi qui suis habillé en général plutôt sobrement, dans la vie de tous les jours, là, c'est pas des choses que j'achèterais. Après, ça lui va bien à lui, parce que forcément, oui, bien sûr, oui. Sur la scène, je pense que ça peut mieux passer. Mais Thierry, ça lui irait très bien aussi. Mais bien sûr. Mais Thierry, je le vois bien dans le jaune, justement. Dans le jaune, la réflexion, je manque de pyjama. Donc, il a plus son chapeau, ce jeune homme. Il avait un chapeau qui était très, très emblématique. Et c'est fini, ça. D'accord. C'était déjà assez avec le pantalon. Donc, c'est pour ça. Alors, le suivant, c'est Kanye West, qu'on connaît aussi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, malgré tout. Voilà, il est quand même connu pour son style et aussi pour sa femme, non? Et aussi pour sa femme, bien évidemment. C'est sûr que depuis qu'il s'est marié avec elle, on en parle encore plus. Madame West. Donc lui, ça fait des années qu'il s'est lancé dans la mode. En 2016, il y avait une grosse polémique à la Fashion Week de New York parce qu'en fait, il avait tenu l'endroit secret jusqu'à la fin. Donc il avait entassé les journalistes pendant 2 heures dans un bus où ils étaient énormément à l'étroit. Et donc forcément, traiter comme ça les journalistes, c'est pas forcément la meilleure pub qu'on pourrait faire. Les mannequins s'évanouissaient parce qu'ils étaient en plein soleil. Il y avait des mannequins qui n'arrivaient pas à finir à marcher parce qu'ils avaient des cuissardes. Ils ont dû être aidés par des gens du public pour finir leur défilé. Donc voilà, ça a été vraiment très mauvais. Cependant, l'année d'après, donc l'année dernière en 2017, il est revenu avec une collection qui s'est vendue en 5 minutes uniquement. Donc voilà, c'était sa 5e collection, il y avait 150 pièces différentes et tout est parti en 5 minutes. Donc c'est quand même... il s'en est plutôt bien sorti, on va dire. Mais c'est un placement, ça on peut faire un placement parce que souvent les gens achètent parce qu'ils pensent faire Aujourd'hui on fait des placements, on fait du business avec les fringues. T'achètes et puis tu revends et puis tu fais une culbute. Il y en a certains qui doivent faire ça. Une culbute, c'est-à-dire une plus-value. Non, mais j'aime bien que culbute, c'est trop peu utilisé d'ailleurs. C'est vrai. Après lui, ces pièces, elles sont à partir de 100 €, donc bon, c'était pas non plus... Enfin, elles vont jusqu'à 2000, hein, mais c'était à partir de 100 €. Donc je pense que certains l'ont acheté. C'est déjà plus métable, si vous me permettez cette expression, que le... Ça fait plus streetwear, un petit peu plus passe-partout que Pharrell. Voilà. Donc ensuite on a Rihanna qui est... Alors déjà faut commencer par elle déjà. Elle est sublime et elle a du style à souhait. Et donc elle a créé vraiment une collection en collaboration avec Puma. Donc ça passe partout. Voilà, ça s'appelle Fenty Puma. Et voilà, la collection, comme on voit sur la droite, c'est vraiment à son image. Hein. C'est les gros manteaux surproportionnés, on va dire, avec des tenues un peu sexy en dessous. Il y a du jaune Seb. Voilà, très coloré. Oui, il y a Jean-Luc surtout qui regarde qui fait comment c'est possible. Alors, j'imagine Thierry. C'est ça. On fait tous la même chose dans ces cas-là. Tout à fait. Mais ça vous irait très bien. Hein. Franchement, il faudrait vraiment qu'on en reparle. Mais le petit truc, là, la petite doudoune, la première, la toute grise, là, un peu plus masculin, moi, ça me déplairait pas. Ça a son style. Après, les doudounes qu'ont les hommes, pourquoi pas. Enfin, le côté jaune, voilà, mais à première vue, celle du monsieur en haut, c'est jaune, et de l'autre côté, c'est une autre couleur, on peut faire auto-reverse, vous voyez, donc ça peut être à tester, on va dire. Il faut le voir chez soi. Elle avait fait déjà beaucoup de choses dans la mode. Donc, elle avait fait des parfums, elle avait fait des sacs Gucci, elle avait fait des sous-vêtements Armani, beaucoup de collaborations. Et donc, celle-ci, voilà, qui marche plutôt pas mal et qui est plutôt réussie. Elle est en moyenne à 150 € par pièce. Donc voilà. Je me reconnais tout à fait dans le jeune homme sur la droite. Je me vois très bien sortir de la salle de bain est trop petite chez moi, c'est pour ça. Dommage. Très bien. Allez, une autre star, bien sûr. Allez, bien sûr. Alors, on arrive vers l'Europe maintenant. Donc, Stromae, le fameux Stromae, que tout le monde connaît, le Belge. Notre ami, qui lui, en 2009, donc, quand il a créé son label qui s'appelle Mozart, donc l'anagramme de Stromae, il s'est lancé forcément dans la musique. Et avec ce même label, il a créé en 2014 une première collection de vêtements qui est tout à son image. Donc, voilà, on reconnaît bien son style quand on voit les vêtements. L'originalité, c'est que c'est des vêtements qui sont mixtes, donc hommes et femmes.
Et c'est toujours ces imprimés colorés, ces formes géométriques, tout ce qui ont fait. C'est un peu plus facile à porter, on va dire ça comme ça. C'est plus facile à porter, c'est un peu plus discret. C'est quand même coloré malgré tout, mais voilà, c'est plus facile à porter. Sur le site mosaert.com, on peut retrouver toujours ces collections. Il en a La fait gamme 5. de prix à peu près Maintenant, en fait, ça a commencé très cher, mais maintenant, vu qu'on a les 5 collections, ça commence à 27 € à peu près. Et ça termine à 239, donc ça reste quand même accessible. Et la dernière personne, donc c'est la personne qui a le mieux réussi sa reconversion dans la mode, c'est Victoria Beckham, qui a commencé en tant que Spice Girl. Est-ce qu'elle avait une première carrière? Pas vraiment. Oh quand même, les Spice Girls, moi j'étais fan, j'étais gosse, c'était super. Oui, d'accord. Non, mais voilà, allez, je vous l'accorde. Elle était quand même très très célèbre, peut-être un peu moins que ses copines, mais voilà, c'était vraiment un groupe mondialement connu. Et elle s'est vraiment reconvertie dans la mode en 2008, et c'est elle qui a vraiment réussi sa plus belle conversion, parce que maintenant elle ne fait que ça. Elle est très reconnue dans le métier. Elle a gagné plusieurs prix, dont le Fashion British Award en 2011. Rien que ça. Et donc elle a sa collection. Donc elle a gardé les cheveux gras quand même, c'est dommage. Elle est sublime, franchement, elle est magnifique. Donc elle a sa collection Victoria Beckham. Non, vous savez pas? Non, mais vous êtes maître de vos. Non, oui, pourquoi pas? Ouais. Ah non, c'est pas. D'accord, ok. Ah ouais. Moi, je suis pas fan, moi. Moi, je suis pas archi fan, mais bon. Elle s'est pas cassée trop la tête quand même. On sent qu'elle a un mari footballeur, qui a aussi. Oui, mais justement, elle se débrouille bien, la nana, parce qu'elle a son mari footballeur. Elle pourrait rester tranquille, comme beaucoup de femmes de footballeurs, mais elle se débrouille quand même pas mal et elle travaille énormément. Et ses collections, elles sont quand même vraiment vendues. Donc, il y a la collection Victoria Beckham, qui est celle-ci qu'on voit, qui est très chère, à partir de 700 € minimum la moindre pièce. Mais pour être un peu plus accessible, elle a créé une deuxième collection qui s'appelle Victoria Beckham, et qui, elle, c'est à partir de 400 €. Donc c'est un peu plus... Ah, c'est beaucoup moins cher, bien évidemment. Facile. Jean-Luc, je suppose que 400 € dans une chemise ou dans un pantalon, c'est... Je m'interrogeais sur la tendance de Michael à trouver toutes les femmes sublimes, mais je... Victoria Beckham, du coup, je pense que je me suis pas trop mouillé en... Non, mais c'est votre choix. Écoutez, on fera une chronique d'ailleurs tendance sur les femmes qui vous font de l'effet. D'accord, on fera ça comme ça. Volontiers. Merci d'avoir fait le tour avec nous. C'est bon, on était complet? On est complet. On est complet. Merci, cher Michael. Merci à vous. Après, il y en a d'autres, il y en a énormément. Il y avait quelques Français, mais qui n'ont pas trop marché. Il y a des Matt Pokora. Attendez voir, vous allez voir quand Thierry va sortir sa marque. Ça va cartonner. La tendance générale, j'ai l'impression que dès que la carrière commence à chuter, c'est là qu'on se met à faire des fringues. J'ai un peu l'impression, moi. Après, je sais pas, parce que Pharrell Williams et Rihanna, ils n'ont pas forcément eu de chute. Ouais, mais bon. Ils ont besoin de se diversifier. Ce sera l'objet d'un prochain débat. Bien évidemment. On a plein de débats à faire, encore plein d'émissions. Ça va être génial. Bon, merci en tout cas, Michael. On se retrouve toutes les informations, bien évidemment, sur la Côte d'Azur, plus généralement, parce que là, il fait une petite incartade, Michael, mais lui, son quotidien, c'est misterrivierablog.com. mister-riviera.com. Voilà. Et vous retrouvez toutes ces infos, tous ces bons plans toute l'année. Merci, Michael. On se retrouve lundi prochain. Facebook, Twitter, Instagram. Voilà. Ou chez lui, on vous donnera l'adresse bientôt. Jean-Luc, nous, on va terminer cette émission avec la culture à Nice. Forcément, 2018 qui démarre. Niveau culture, à quoi va ressembler cette année à Nice? D'abord, il faut bien comprendre que Nice est une ville culturelle. On voit souvent Nice comme étant une ville touristique. Mais ça n'est pas incompatible. On assiste de plus en plus à du tourisme culturel et du tourisme patrimonial. Donc je ne peux pas exclure de la culture le patrimoine, évidemment. Donc si on observe l'activité de la ville de Nice, on a entre 1000 et 1200 événements culturels à l'année à Nice. C'est absolument énorme. Bien sûr. Alors ça peut être des événements à l'opéra, au théâtre, sur la voie publique, dans les musées. Ça peut être aussi dans nos bibliothèques. On a quand même 13 bibliothèques municipales. Donc effectivement, c'est une activité permanente. Et je sens bien que pour me perturber, on nous met de la musique aussi. Vous savez quoi, ça c'est bon. Vous êtes joueur. Vous êtes joueur. Là, c'est juste le petit signal qui me dit tiens, il vous reste 2 minutes, les amis. Donc je vais achever. Ouais, mais tout va bien. Vous dire aussi qu'au-delà des événements en eux-mêmes, il y a une politique de fond qui est menée. Ne parlons que du théâtre, par exemple. On essaie de mener une politique en faveur des professionnels du théâtre. On les aide à partir à Avignon en leur produisant les supports de communication. On est en train de mettre en place un portail destinés au théâtre de Nice qui vont pouvoir afficher sur nice.fr toute leur programmation. On met en place des aides à la création avec 3 projets qui sont soutenus par la ville de Nice dans le sein du service du théâtre et des arts vivants et du pôle du théâtre et des arts vivants de la ville de Nice. Donc véritablement, de la même manière dans les bibliothèques, on crée des événements en permanence, informations sur nos livres bien évidemment, mais aussi expositions, conférences. En matière de lutte contre l'illettrisme, on amène des écrivains, des auteurs, des comédiens dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, en EHPAD, en asile, enfin en tout cas en hôpital psychiatrique. Donc effectivement, on a une activité qui n'est pas seulement
celle que l'on voit en façade. On a toute une activité de fond qui est destinée à tous les publics et en particulier aux jeunes publics, et ça c'est fondamental. La culture partout, tout le temps, à Nice et toute l'année, vous l'avez dit, plus de 3 événements par jour si on fait un rapide calcul. C'est énorme en tout cas dans cette ville de Nice qui bouge tous les jours. Et Jean-Luc Gague était sur notre plateau pour nous en parler. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ici depuis le théâtre Francis Gague. Michael, je le disais, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles tendances. Et on va retrouver Rémi Molinari parce que Jean-Luc, vous n'en avez pas fini de trembler. Rémi Molinari, le dessin de notre invité. Puisqu'on est dans un théâtre, je me suis encore mis en scène, comme tu vois, face à Jean-Luc. Et c'est moi qui parle. Que dis-je? La culture, c'est Jean-Luc. Les gags, c'est moi. Pas mal, pas mal. Merci Rémi Molinari. Je vais te laisser ramener le dessin à Jean-Luc qui finalement sourit, donc tout va bien. Tu n'as pas je vais le mettre avec les autres. Ah ben voilà, il y a une vraie collection maintenant. J'ai une belle collection. Eh ben voilà, un de plus. Rémi Molinari, merci à toi. Thierry, oui, on si conclut. on peut retrouver toute la programmation parce qu'elle est très très riche, Théâtre Francis Gague, le site internet théâtre-francis-gague.org. Et voilà, et de toute façon, on vous accompagne ici, on vous parlera de ce théâtre et de la culture de façon plus globale jusqu'à dimanche dans la grande émission. Merci mon cher Thierry, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre la grande émission ici, mais également sur les réseaux sociaux. On vous embrasse et on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.